Émission spéciale dont refait le Mac depuis Vivatech, la capitale européenne de la tech. Tous les acteurs mondiaux étaient présents à Paris pour présenter leur modèle d'IA génératif, tous sauf Apple. La firme à la pomme demeure encore trop discrète sur le sujet et réserve ses annonces et sa vision pour la conférence des développeurs le 10 juin prochain. Mais des indices se dessinent ici à Paris. Nous nous mettrons sur la piste de l'IA générative de la pomme, mais aussi du Vision Pro présent dans de nombreux stands. Quels sont les usages qui se dessinent pour le casque de réalité mixte d'Apple? Débat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Vivatech sur le stand du Crédit Agricole pour On refait le Mac, le débat tech. Chaque semaine, vous le retrouvez sur notre chaîne 3W, sur le site 3W On refait le Mac, mais c'est également sur notre chaîne YouTube. On refait le Mac, le débat tech hebdomadaire. On va parler bien sûr de Vivatech. Nous sommes ici au cœur de la capitale européenne de la tech cette semaine. Voilà, et merci infiniment en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et vous pouvez également réagir dans le chat, bien sûr, vous le savez bien, sur notre chaîne YouTube. Avec comme chroniqueur cette semaine avec moi, j'ai beaucoup de choses. L'équipe est presque au complet. Monsieur... Quelqu'un a touché à mon script. L'illustre tonton Zibi, je lis. Bonjour Stéphane Zibi. Je ne suis pas ouvert. Si. Il faut arrêter de donner le script à n'importe qui. J'arrête de partager mes scripts sur Google. S'il te plaît. À tes côtés, l'irrésistible voix de la tech, monsieur Laurent Pantanache. Bonjour Laurent. C'est pas moi, c'est pas moi. Bonjour tout le monde. Ah ouais. Alors celui qui ne se sépare jamais de son Vision Pro, hein, voilà, il a eu dès le premier jour, on va en parler ce soir, monsieur One Man Show lui-même, Christophe de Graaf d'Underside. Salut Olivier, comment ça va? Ça va très bien. On a changé le studio? Oui, on a mis un modèle un peu plus verdoyant, tu vas voir. On va essayer de l'arroser d'ici la fin de l'émission, bien sûr. Et puis, on a deux invités spéciaux pour cette émission, parce qu'on l'a dit en préambule, nous avons la chance d'avoir sur ce salon beaucoup de Vision Pro. On a demandé à deux développeurs et deux éditeurs qui proposent des applications sur Vision Pro de venir en plateau pour essayer de dessiner un petit peu l'avenir du casque de réalité mixte d'Apple. Et je commence par Yann Chevalier, en charge de l'UX UI de Frogance. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, en effet, nous, on a une solution qui permet de faire un nouveau médium sur Internet. J'en parlerai tout à l'heure, peut-être de manière un peu plus détaillée. Et on a trouvé qu'en effet, en allant sur Vision OS, on s'ouvrait quelque chose de nouveau. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est plus qu'une application, c'est tout un écosystème, c'est un Internet bis, on en parlera ensemble, c'est passionnant. À vos côtés, Yann Romain Lafont, commercial business developer, Vision Flow qui développe Talkit. Qu'est-ce que c'est Talkit, Roman? Bonjour Olivier, ravi d'être ici. Donc on développe une application sur Apple Vision Pro qui permet d'apprendre les langues via un monde 3D peuplé d'IA avec qui on interagit par le microphone de l'Apple Vision Pro et on discute de cette manière avec eux pour apprendre une langue, l'anglais ou d'autres langues à venir. Très bien. En tout cas, un salut particulier aux membres du club RLM. Vous le savez, c'est la version payante de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est disponible rien que pour vous, quelques jours ou quelques heures à l'avance. Et en contrepartie, vous pouvez bien sûr participer et suivre l'émission en direct lors des enregistrements ou venir au Village Basséa à Paris, dans nos studios, assister aux coulisses de l'enregistrement. Et croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Allez, pour commencer cette émission, avant de parler du Vision Pro, on va se mettre sur la piste de l'IA générative d'Apple. Après ce jingle, bien sûr. On le disait dans le sommaire de l'émission, une édition de Vivatech qui fait la part belle à l'IA. L'IA est partout ici à Paris, les amis. C'est la guerre de l'IA générative. Tous les acteurs mondiaux sont là, sont présents en force ici à Paris, tous sauf Apple, qui garde un silence assez pesant, un mutisme qui va pas pouvoir durer encore très très longtemps. Et la réponse de la pomme devrait arriver d'ici une quinzaine de jours à la WWDC. La conférence développeur le 10 juin prochain, que nous suivrons en direct bien sûr sur On refait le Mac. Avant de commencer à essayer de dresser le portrait robot de l'IA, un peu votre sentiment sur cette édition de Vivatech. On commence avec Stéphane Zibi. Oui, merci. En fait, Vivatech devrait s'appeler Vivia, avec IA au milieu tech, parce qu'il y a de l'IA, bon voilà, il n'y a que ça, quoi. C'est Christophe qui fait les jeux de mots d'habitude. Ouais, non, mais je suis hyper fier de toi. Voilà. Bravo Stéphane. Merci Christophe. Non, au-delà de ça, Apple est absent, mais toujours absent de toutes les conférences de Mobile World Congress. Même l'Apple Expo, ils étaient absents dans les dernières éditions. Tu me rappelles de ça, c'était il y a longtemps. Ça ne rajeunit pas. Ça nous ne rajeunit pas, en effet. Et donc,
le fait qu'il soit absent, les absents sont toujours très présents quand on s'appelle Apple, donc il n'y a pas vraiment de surprise. C'est pour ça que ce qui va se passer en juin, le 7, si je ne me trompe pas, le 10 juin prochain. 10 juin. Le 10 juin, il sera en direct sur Voilà, Refait le Mac. 10 juin, pardon. Merci d'être avec nous. Ça va être déterminant. Et en fait, soit il rattrape la meute et c'est très bien, soit même il la dépasse, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le salon est consacré à l'IA et c'est normal parce que ça change totalement notre quotidien, que ce soit au travail ou pour les choses personnelles. Un grand succès populaire durant les premiers jours. Aujourd'hui, c'est le samedi, hein, c'est le jour de la journée grand public. Énormément de monde et on les salue depuis le studio du Crédit Agricole et d'On refait le Mac. Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de cette Vivatech et de l'absence d'Apple, encore une fois, sans surprise évidemment? Alors, si Jean-Pierre Coffre était encore en vie, il dirait « c'est de la merde !» Et Stéphane Zibi l'a dit, Apple n'a jamais été présent dans ce genre d'événement. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Point numéro 1. Point numéro 2, j'ai pensé quoi de cet événement? Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'IA, mais il n'y a pas tant d'IA que ça. Juste pour votre information, vous savez que j'ai une activité dans l'immobilier. Et au mois de novembre, il y avait 2 salons immobiliers qui se tenaient juste à côté. Et sur les salons immobiliers, il y avait 2 tiers des boîtes qui faisaient de l'IA, sans aucun intérêt. Là, on est à Vivatech, au milieu de la tech. C'est normal qu'il y ait des boîtes qui fassent de l'IA. Donc oui, beaucoup de gens parlent de l'IA, mais je trouve que il y en a beaucoup, mais c'est moins choquant que ce que j'ai pu voir sur ces 2 salons de l'immobilier où les gens faisaient de l'IA pour rien. Là, il y a des choses qui commencent à prendre vie et tout ça. Et j'ai un troisième point. On dit souvent que la tech est très masculine. Et tu vois, on voit la difficulté qu'on a à avoir des chroniqueuses, tout ça. Et je trouvais que dans beaucoup de startups, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes sociétés, mais aussi elles hébergent une profusion de startups. Et je trouvais qu'en fait, il y avait une représentation féminine qui était assez élevée. Et je trouvais que c'était encourageant. Voilà. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition de Vivatech? De ton petit tour, tu as fait ton marché tout à l'heure. Oui, bah, effectivement, tu vois quand même pas mal d'IA à droite et à gauche. Bon, après Laurent dit que c'est le contraire, mais moi j'ai quand même vu pas mal de projets autour de l'intelligence artificielle. Une mauvaise foi, tu le sais. J'ai pas dit le contraire, j'ai dit que c'était normal. Non, t'as vraiment dit le contraire. Vraiment. Ouais, mais c'est parce que tu es à moitié belge, donc en fait tu comprends pas tout en français. Ouais, belge, mais pas bête. Voilà, de continuer. Ouais. Le truc que je veux dire, les gars, c'est que Apple n'est pas en retard au niveau de l'intelligence artificielle. Il n'y a que toi je suis d'accord avec toi. Non, voilà. Nous deux, on est d'accord là-dessus. Voilà. On est team. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a plein les applications. On en parlait encore tout à l'heure. Oui. Il y en a plein les applications, il y en a plein partout. Au niveau du LLM, de tout ce qui est intelligence artificielle qui va générer un contenu quelconque, là, effectivement, il y a peut-être quelque chose en fait que Apple peut faire et va sans doute faire pour la WWDC. On va en parler. Ouais, je suis d'accord avec Christophe. On avait en coulisses avec nous tout à l'heure Bertrand Serlet, qui est le papa de macOS 10, je lui ai posé, Bertrand, la question, est-ce que vous pensez qu'Apple est en retard en matière d'IA générative? Il n'a pas répondu, il a juste fait. Donc à mon avis, ils sont en retard. Peut-être une petite question à nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon? C'est important pour vous d'être là et au-delà, justement, de ce mutisme d'Apple. Est-ce qu'Apple peut garder le silence encore longtemps sur l'IA, selon vous? Alors, nous on ne fait pas du tout d'IA en fait, puisqu'on propose une technologie, ce sera plutôt les gens qui utiliseront notre technologie qui feront de l'IA. Donc, sur ce sujet-là, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Ceci dit, je suis d'accord qu'il y a de l'IA partout dans VisionOS. Voilà. Alors, en effet, ce n'est pas de l'IA générative. À quel endroit ils en sont? En tous les cas, ils ont certainement tout ce qu'il faut pour le faire. Ça fait longtemps qu'ils font de la génération de mots automatiques, etc. Donc on verra un petit peu comment ils s'en servent, je pense. Oui, et puis dans un écosystème aussi comme le vôtre, très certainement qu'à un moment donné, injecter de l'intelligence artificielle va être quelque chose un prérequis quelque part. Alors, pas notre techno, nous on propose un médium, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous disiez que sur le W3C va mettre de l'intelligence artificielle. Non, ils vont pas en mettre. En revanche, tous ceux qui utilisent leur technologie en mettent forcément pour présenter des choses un petit peu intelligentes. Ouais. Romain, de votre côté, votre sentiment sur ce salon? C'est important d'être là pour une start-up comme la vôtre. Et au-delà, quel est votre sentiment par rapport justement, vous attendez à ce qu'Apple débarque sur ce créneau de l'IA générative? Pour nous, c'est vraiment une agréable surprise car on a lancé notre application à Vivatech. Donc c'était un pari. L'application a été bien accueillie. Le fait d'avoir amené plusieurs Vision Pro a vraiment permis aux gens de la tester et d'être en pleine immersion dedans.
Ensuite, je pense qu'on est tous ambassadeurs dans un sens de Apple, du Vision Pro. C'est nous qui créons le contenu. En termes d'absence d'Apple, je pense que justement, Apple ne nous fait pas d'ombre et nous laisse briller avec nos applications. C'est une manière de voir le verre à moitié plein, c'est bien. Voilà. et pour l'IA générative, pardon. Et pour l'IA générative, donc pour nous, notre cœur de métier, c'est vraiment apprendre les langues et on utilise l'IA générative pour rendre le processus plus fluide, plus efficace, plus rapide. Donc avant tout, notre cœur de métier, c'est apprendre les langues. Donc en l'IA générative, c'est plus un médium qu'on va utiliser. Et on pense qu'avec la conférence Apple du mois prochain, qui va probablement donner un roadmap en termes du Vision Pro en Europe, par exemple, et peut-être de nouveaux produits, qui seront plus accessibles au grand public et qui vont nous permettre de grandir encore plus avec le Vision Pro. C'est vrai que le Vision Pro, c'est un produit qui a, plus que tout autre produit d'Apple, peut-être besoin d'un outil d'IA générative. Alors, quelques pistes se dessinent tout de même après pour ce que devrait dévoiler Apple dans 15 jours, parce qu'Apple devrait dévoiler quelque chose dans 15 jours, ce n'est pas un scoop en matière de LLM notamment. Surtout après les démonstrations très spectaculaires qu'on a pu suivre la semaine dernière du côté d'OpenAI, mais aussi ici à Paris, parce qu'ils étaient à Paris, ils ont fait des démos. Et si vous regardez la keynote qu'a fait OpenAI il y a 15 jours, ou il y a 10 jours même pas, il y avait quand même un élément qui était assez troublant, ou encore ici à Paris, ils étaient tous équipés des derniers devices d'Apple, des dernières iPhones avec la couleur qu'il fallait mettre en avant, briqué comme il fallait, nettoyé comme il fallait, sans coque. La première application qui est arrivée, c'est une application pour macOS. Donc pour moi, il semblerait que quelque chose se prépare. Et du côté de l'intégration de ChatGPT dans iOS et macOS, est-ce que vous croyez à ce scénario, messieurs? C'est indispensable, ça c'est sûr. Il faut que ce soit des fonctionnalités qui soient les plus accessibles et les plus utiles. Ça ne va pas seulement être l'aide pour rédiger un mail ou retoucher des photos comme ça existe déjà d'une certaine manière aujourd'hui. Par exemple, il y a cette fonctionnalité qui pourrait être intéressante, c'est on parle à quelqu'un qui était à l'étranger, qui parle une langue étrangère, et automatiquement, il y a la traduction qui arriverait. Ce type de choses qui pourrait arriver. Que ce soit ChatGPT ou un autre LLM, de toute façon, c'est ça qui est important d'intégrer. Et la chose qu'il faudra, c'est que ce soit spectaculaire et que ce soit accessible et populaire. Si on doit être informaticien ou faire je ne sais pas quoi comme réglage, ça ne marchera pas. Et donc ce sera ça la clé, que ce soit avec tel partenaire ou tel partenaire. Mais c'est vrai qu'il y a de grands indices qui indiquent que ça pourrait être celui-ci. Alors il y a eu pendant longtemps, Laurent, quelques indices qui disaient qu'Apple discutait également avec Google du côté de Gemini. Est-ce que tu crois au scénario selon lequel Siri va devenir, ChatGPT va se substituer à, va faire laisser place à ChatGPT? Je ne sais pas si ça va être autour de Siri. Je ne suis pas sûr que ce soit autour de Siri. Bon, a priori, il y aura un revamping de Siri, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de choses qui ont évolué. Après, la grande question, c'est où est-ce que ça va être mis en dehors de Siri? Il y a une question quand même qui reste ouverte, c'est le business model. Hein. Aujourd'hui, toutes ces solutions, elles ne sont pas gratuites. Donc quand tu offres un OS, ça veut dire que tu fais quoi? Tu remets une souscription? Ça veut dire que tu peux l'avoir dans l'OS avec ton abonnement iCloud? S'il n'y a pas l'abonnement iCloud, il n'y a pas l'abonnement. Il y a plein de questions qui restent ouvertes sur le sujet. On est tous en train de dire on veut de l'IA, on veut Apple doit le sortir, mais pour l'instant, il n'y a pas un fabricant d'OS qui a été capable de faire quelque chose de génial. L'autre étant Microsoft, c'est pas folichon. Hein. Si tu regardes les démos de Google lors de Google I.O. il y a une semaine justement. Oui, je les ai vus, mais ils implémentent. Mais c'est de la démo. C'est de la démo. Comment tu mets ça en prod? C'est pas la démo, c'est sorti Advance. Ils implémentent. Elle est extraordinaire. Pas tous en même temps, messieurs. Ils implémentent aujourd'hui l'IA sur toutes les couches du millefeuille et des services de Google. C'est-à-dire tu vas lancer ton Gmail, tu auras Gemini. Tu vas lancer Android, tu auras Gemini. Tu vas lancer Google Assistant, tu auras Gemini. Il ne s'agit pas de choisir Gemini, c'est-à-dire que tu lances un device de... C'est une couche en plus. Voilà. Et c'est difficile d'Apple d'être en dehors de ça. Je pense que ça va être difficile. Maintenant, on va voir comment les choix qui vont être faits, comment ça va être. Et tu as raison sur 2 points. Aujourd'hui, les 2 chevaux en tête, c'est ou Gemini, avec il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Okay, et potentiellement OpenAI. Ce qui serait un très gros coup si c'était OpenAI, parce que
Moi, je parie sur OpenAI. Il y a beaucoup de gens Christophe, parient là-dessus. Ton sentiment? Moi, je pense que ça n'a jamais été dans l'ADN de Apple de faire d'être heureux en partenariat. Tu vois, tu te souviens du Rocker, toi qui es un vieux de la veille. Motorola. Oui, Le Rocker, exactement. c'était le téléphone Donc, ancêtre de l'iPhone. en règle générale, les partenariats, c'était quand même pas terrible. Et puis, n'oublions pas en fait cette vision de l'intégration verticale qu'a Apple. Ils vont même jusqu'à faire leur propre processeur. Ils vont Oui, jusqu'à mais faire leur propre machine, leur propre logiciel, Ça ne les etc. empêche pas d'aller. Vous pensez vraiment, les gars, qu'ils vont aller vers un OpenAI en fait pour... Aujourd'hui, il y a un partenariat avec Google, les moteurs de recherche par défaut Oui, de oui. Safari. Ok. Qui leur, c'est Google. qui leur rapporte quelques milliards, Oui, by the way. Accessoirement. tout Mais à fait, S'ils mais sont bons, ils pourraient être payés bien par entendu. OpenAI. ils pourraient Mais je être vois intégrés. mal. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont tellement importantes que je vois mal Apple confier à quelqu'un d'autre la responsabilité de cette intelligence Le problème, c'est artificielle. qu'ils ont pris tellement de Ils ont, retard. ils ont confié leur moteur de recherche depuis des années à Mais Google. c'est pas leur moteur de recherche, Peut-être- c'est l'accès à la recherche. C'est pas De l'autre pareil. côté, ils ont À pris Google. tellement de retard, Yann, qu'on ne voit pas comment ils pourraient faire autrement qu'utiliser un outil existant. Alors oui, certainement qu'ils vont partir sur un modèle, ils ne peuvent pas redévelopper from scratch. Mais moi, si j'avais une petite pièce à mettre, moi je suis quand même développeur à la base, je pense que je le mettrais dans une intégration avec Xcode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un business, GitHub, qui propose ces outils. Ils ont quand même tout le code source qu'ils veulent autour de tout ça. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire leur propre modèle. Et derrière, il y a un business model, parce que c'est vrai que Xcode est gratuit, mais ils commencent à vendre des services autour d'Xcode, sur le cloud ou je sais pas quoi. C'est ça. Est-ce qu'ils le mettront payant ou pas? Je sais pas, mais en tous les cas, ça pourrait faire. Ouais, et moi, ouais. je mettrais une pièce sur Xcode et un assistant au coding, tel que. Alors, c'est disponible aujourd'hui, mais un maison. Sachant qu'une fois encore, GitHub Copilot est payant. Donc c'est pour ça que Ouais. Non, mais le sujet là, du business on est- model va être un sujet clé. hein. Mais je rejoins Yann à ce sujet-là parce que Romain. il y a beaucoup de développeurs qui utilisent comme nous GPT pour différents usages. Donc au final, c'est déjà intégré dans un sens à l'App Store. C'est déjà intégré au Vision iOS Store. Donc je pense que c'est la naturelle continuation que Apple crée un partenariat très proche avec OpenAI pour nous permettre, aux développeurs, à vraiment intégrer encore mieux nos applications sur leur plateforme. C'est ça. Alors, si j'avais une pièce à ajouter à la tienne, le truc, c'est que le système d'exploitation de Apple est basé sur de l'open source. Donc vraiment, c'est du Unix, c'est de l'open source, et ils sont venus construire au fur et à mesure du temps le système d'exploitation et toutes les fonctionnalités. Moi, je pense qu'ils risquent de faire exactement la même chose avec les systèmes de LLM, de prendre un modèle open source, de l'intégrer, et effectivement, comme tu dis, d'utiliser Swift, etc., pour dire aux développeurs, c'est tellement facile si vous venez chez nous, et par la même occasion, nous, c'est pas pareil que les autres, on n'est pas dans le cloud, on traite l'information localement, et c'est là que Apple Silicon a toute son importance. Pour Ouais, mais alors conclure, Laurent. dans ce cas-là, le modèle open source que tout le monde voit, ça serait Llama de Facebook, et ça n'arrivera pas. Apple se maquera pas avec Facebook. Il n'y a pas que eux qui sont sur... Alors, Y une a pas chose est que- sûre, c'est que l'enjeu pour Apple, c'est que les futurs outils d'IA générative qu'ils vont utiliser demeurent dans la lignée de l'ADN d'Apple en matière de confidentialité des données. Et c'est là, véritablement, peut-être, où ils porteront une différence par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que, à la fois, on pourrait imaginer qu'ils intègrent OpenAI, mais avec leurs règles. Et il se dit, ça commence à bruiter, qu'ils pourraient ouvrir un App Store alternatif basé sur les solutions d'OpenAI, mais validé par Apple. Donc des briques d'OpenAI dans l'iOS, des briques d'OpenAI dans macOS, des solutions qui seraient validées par Apple. Et là, on rentrerait dans un business model qui serait cohérent. Oui, mais le truc, c'est exactement comme ce que tu disais aussi, c'est que il y a la partie développeurs de logiciels qui, eux, sont capables de pouvoir utiliser aussi bien de l'OpenAI que du Google, que du Microsoft, que peu importe quelle solution. Ça, c'est une chose. Mais au niveau même de l'intégration dans le système d'exploitation et dans la partie native de Apple, donc dans les applications natives, ça, c'est Apple qui va faire ses choix. Alors, l'autre piste... L'autre piste qui se dessine, puisqu'Apple a laissé quelques pistes tout au long de ces derniers mois, on sait qu'il communique, on sait qu'il publie quelques études et quelques recherches, ce qui est rare chez Apple en matière d'intelligence artificielle. Dès la fin de l'année dernière, ils ont publié une étude et ils ont présenté un modèle de langage qui est ferré. La particularité de ce modèle de langage, c'est qu'il tourne en local sur le device, dans le téléphone. Et ça, c'est la vision d'Apple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un coup en plusieurs bandes et qu'à terme, Apple pourra
proposer un modèle d'IA, mais d'abord s'entoure du savoir-faire de OpenAI et de Google, propose une solution locale avec l'équivalent en ersatz de Ferré, et in fine, lorsqu'ils auront l'infrastructure nécessaire, parce qu'il faut des dizaines de milliers de GPU qui soient déployés pour proposer une solution de IA générative qui soit cohérente, d'ici 1 ou 2 ans, puissent abandonner à terme OpenAI, par exemple. Donc tu veux dire que premièrement, ils auraient été ferrés par une autre solution? Oui, ils auraient été ferrés. Mais pour revenir plus sérieusement, on sait que tourner en local, c'est plutôt leur vision par rapport à la confidentialité des données, Laurent. Moi, j'avais cette expérience, Oui, en fait, lorsque... Et c'était un peu leur discours au début sur l'IA, quand j'y ai travaillé il y a 3-4 ans sur iOS. Moi, j'avais un client qui m'avait demandé, nous, on va porter nos algos qu'on fait tourner sur nos serveurs directement dans les mobiles. Et quand j'en avais discuté avec des gens d'Apple, ils m'avaient dit, nous, notre vision, c'est pas de donner de l'IA de donner de l'IA pour donner de l'IA. Nous, on l'intègre dans nos frameworks parce que, voilà, je veux, j'ai un modèle, j'ai une personne que je vois, je vais mettre les points et puis je vais dire exactement comment se déplacent les points. Ça, c'est alors c'est pas de la générative, bien sûr, mais c'était plutôt ça leur business. Donc, je me demande s'ils vont pas intégrer, par exemple, ça dans un iCloud Kit ou quelque chose comme ça et de le donner de manière un peu transparente et en derrière termes de rapidité, moteur, je sais pas, ça accélérerait tout le processus de génération d'IA. Tout serait extrêmement plus rapide en termes d'interaction dans les applications. Ça serait vraiment une belle innovation. Ouais, je pense que c'est vraiment ce truc sur le device, c'est vraiment intéressant. Puis ils ont les processeurs dessus pour le faire et tout. Pour conclure. D'où, effectivement, si c'est bien inclus, et je pense que ça va l'être, comme vous le dites, dans les outils des développeurs, ça a beaucoup de sens de l'annoncer à la WWDC. Bon, ça, c'est pas... Oui, on est C'est d'accord, top, ça tous serait d'accord vraiment sur ce bien, point-là. Maintenant, il reste à savoir quel modèle va être, son jeu de mots va être retenu par Apple. On aura la réponse le 10 juin prochain. Lors de la conférence des développeurs Apple, nous serons en direct, nous couvrirons bien sûr la conférence en direct sur la chaîne YouTube dont refait le Mac. Voilà pour la partie sur la piste de l'IA générative, j'ai toujours du mal à le dire, d'Apple. On va parler maintenant de l'Apple Vision Pro. Alors, revenons à Vivatech, une édition très, on l'a dit d'un côté, mais aussi avec pas mal de démos avec des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée. Les casques, ce type de casque avait un petit peu disparu des écrans radars il y a 1 ou 2 ans avec les difficultés qu'avait rencontré Meta pour, je dirais, proposer ce modèle de métaverse qui a fait plutôt un flop. Et puis l'année dernière, il semblerait que l'arrivée de ce petit engin avec lequel joue aujourd'hui notre ami Laurent ait redynamisé et redonné une appétence aux développeurs. Et sur beaucoup de stands de ce salon, on trouve, Christophe, des casques de réalité virtuelle et notamment des Apple Vision Pro alors qu'ils ne sont pas encore commercialisés en France. Oui, c'est ça, effectivement. Notre community manager nous parlait même de plus de 20 casques il s'était amusé à aller les compter, plus de 20 Apple Vision Pro à droite et à gauche. Donc, oui, effectivement, il y en a même 21 avec celui-ci. Et deuxièmement, effectivement, on voit... Il n'y a pas compté les spares, en fait, il y en a beaucoup plus. Ah, il y en a beaucoup plus. Et, oui, effectivement. Et alors, le petit truc en plus, c'est qu'il n'y a pas que d'Apple Vision Pro, comme tu le disais. Il va y avoir des solutions françaises, il va y avoir de l'Oculus, il va y avoir tout un tas de choses parce que l'Apple Vision Pro, comme on en parlait dernièrement, a vraiment boosté la vente de ces appareils de réalité virtuelle et augmentée. Oui, la meilleure nouvelle, Laurent, finalement pour Meta. Meta pouvait s'inquiéter de l'arrivée d'Apple, c'est l'arrivée de l'Apple Vision Pro. Ils sont en train d'évangéliser le marché. Hein. Oui, et puis ils sont en train de mettre le focus. On se rappelle à la sortie de l'iPhone. Il avait été estimé que sans faire de publicité, Apple avait gagné l'équivalent d'une campagne publicitaire de 500 millions de dollars. Mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde avait initié. Et ça s'était un peu encrouté. Et là, Apple arrive avec l'Apple Vision Pro et tout le monde se repose la question des casques. Donc tous ceux qui sont au-dessous, que ce soit bien évidemment en première ligne derrière, en embuscade, c'est Meta avec les Quest, toute la gamme de Quest. Tout le monde est tiré vers le haut. Et d'ailleurs, il y a plein, effectivement, moi j'ai fait le tour des stands, il y a plein d'autres casques. C'est l'effet Vision Pro qui fait ça. Il y a cette tirée, cette absorption. Il redonne confiance au marché, il retire le marché vers le haut. Voilà, c'est les leaders, quoi. Oui, nous on a les deux d'ailleurs. Sur notre stand, on a à la fois Vision Pro et puis Quest. Et finalement, nous on pensait que ce serait vraiment Vision Pro qui driverait, mais les gens aussi essayent pour voir la différence, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. On va en parler. Donc effectivement, beaucoup de stands.
Beaucoup de démos immersives ici à Vivatech. Software République, donc la filiale logicielle, enfin la joint venture logicielle de Renault. On va les avoir dans une interview dans un instant. Dassault, Orange, j'en passe, et des meilleurs. Sur le stand de Dubaï, sur le stand d'Orange, sur le stand de PwC, sur le stand de Bouygues. Beaucoup de Vision Pro, et sur le stand de LVMH. Et on l'a vu notamment ensemble, Stéphane, sur le stand de LVMH. Hein. On a l'impression aussi que ce produit d'Apple, qui est très sexy dans sa définition, dans sa philosophie, est là pour attirer le chaland, on est d'accord. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je suis un peu moins enthousiaste au niveau des chiffres, etc., par rapport à ce que vous venez de dire. Parce Par que exemple, la démo pour ce qu'on a vu pour LVMH, c'est sûr que Rimowa, donc les valises Rimowa, donc qui appartiennent au groupe LVMH, c'est plus pour attirer les gens sur le stand que pour autre chose, parce qu'on ne voit pas trop l'utilité au fonctionnel. Donc c'est pour attirer le chaland. Pour attirer le chaland, parce qu'ils ne savent peut-être pas ce qu'ils vont en faire. Ça, c'est possible. Il faudrait peut-être parler à ces messieurs. Mais voilà, mais c'est pas le moment. Non, mais je pense quand même, globalement, sur une surface grande comme ça, il doit avoir quoi, en proportion, 0,01% de gens qui ont des Vision Pro. Non, ça montre qu'il y a quand même une capacité d'attraction de cet engin. Ça c'est sûr, assez vu la petitesse en pourcent, oui c'est sûr. Oui. Non, mais ça montre que les gens sont curieux. Ah oui, ça c'est certain. Quand ça sera en Europe, peut-être ça sera à 0,1, pas 0,01, mais bon. Non, mais quand tu fais du luxe, ok, les gens mettent le casque. À partir du moment où tu es le casque et que tu es dans un espace immersif, la seule chose que tu as à regarder, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du casque. Et donc en fait, tu regardes les valises Rimowa. C'est un coup de génie. C'est parfait. Alors, il faut arrêter de... Alors, on a essayé de demander à des personnes qui ne proposent pas des solutions à partir du casque comme vous, qui les vendez, je dirais, pourquoi ils ont choisi de faire des démos à partir du Vision Pro. On a été voir les gens de Software République. On a fait une petite interview. Regardez, ça se discute, c'est à consommer sans modération. Regardez. Alors, Chloé, merci de répondre à nos questions. Concrètement, à quoi sert le Vision Pro sur le stand ici de Software République ? Alors bonjour, Chloé Gilles, je travaille chez 3D Excite qui fait partie de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est le jumeau numérique du véhicule. Donc là, vous avez le jumeau physique et nous, on voulait démontrer le jumeau numérique sur cette expérience. Ce qu'on montre concrètement, c'est différents aménagements qu'on a modélisés et designés en 3D. Et l'Apple Vision Pro nous a aidé à créer une expérience réaliste qui permet de se projeter dans les différents aménagements de ce YouFirst de manière très instinctive. Alors pourquoi avoir choisi un Vision Pro plutôt qu'un autre casque, comme modèle de Meta par exemple? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez trouvée à ce casque? Chez 3D Excite, on est spécialiste sur le réalisme autour de la 3D. Donc on avait besoin d'un casque qui permette d'avoir cette sensation de réalité. Notamment quand on travaille sur un concept car qui n'existe pas encore. Donc l'idée, c'est de révéler ce qui est invisible. Et aujourd'hui, avec l'Apple Vision Pro, c'est vraiment ce qu'on peut faire, avoir cette qualité, ce sentiment de réalité. Et c'est tous les retours qu'on a eus jusqu'à présent. Alors, quel est le retour des gens qui font les essais? Ils découvrent, parce que le produit n'est pas arrivé en France, ils découvrent à la fois votre véhicule et aussi le Vision Pro. Quels sont les retours que vous avez? Alors les retours qu'on a eus jusqu'à présent, très positifs, effet waouh, on va dire. Ils sont très contents de voir une expérience avec l'Apple Vision Pro qui est autour d'un véhicule, autour d'un modèle 3D, qui sort en fait finalement du gadget. Alors maintenant que vous avez travaillé depuis le début, depuis la sortie du produit, vous avez développé une solution logicielle, quels sont les usages que vous dessinez à court terme et peut-être à un plus long terme? À court terme, j'imagine plutôt du B2B, et à plus long terme, Apple est une boîte grand public. Comment on peut dessiner un petit peu l'avenir de ce casque? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un casque qui est prometteur pour travailler autour de la 3D. Il va sûrement y avoir du travail et de la réflexion sur les différents cas d'usage industriels auxquels on peut répondre. Et sur le plus long terme, vous pensez que si le prix baisse, autour de 1 000 € à terme, ça va vraiment un produit de grande consommation à terme? Si le prix vient à baisser, effectivement, ça pourrait devenir un produit de grande consommation. Et ça voudrait dire que chez soi, on serait capable, par exemple, d'avoir dans son salon son véhicule et de pouvoir découvrir toutes les nouveautés du véhicule. Merci en tout cas au responsable de Dassault d'avoir répondu à nos questions. Donc il semblerait bien qu'il y a un intérêt particulier autour du Vision Pro, mais que les usages qui se dégagent dans un premier temps, ce soit des usages industriels, comme disait notre interlocutrice à l'instant, voire carrément du B2B aujourd'hui. Alors, nous on ne sait pas en fait tous les cas d'usage qu'on peut en faire. Moi, je peux parler par rapport à notre technologie. C'est vrai que nous, on propose un nouveau médium sur Internet.
un médium on a refait un langage un peu comme le HTML, etc. Concrètement, Frogance, c'est quoi? C'est un Internet alternatif, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de la même manière que sur Internet, on a le web avec son langage HTML. Et ses fenêtres. Ses fenêtres, son browser, son système d'adressage. On a, nous, refait ce système. On a notre langage, le FSDL. On propose notre player, qui est un navigateur pour ce langage. Et puis, on propose aussi notre système d'adressage. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous refaites le web? Le web, il fait très bien ce qu'il fait. En fait, nous, les contenus qu'on propose, c'est des contenus qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelait des widgets avant. On les voit derrière vous. Hein, on les voit. Ça ressemble à des widgets, donc des contenus très focus. Multiplateforme, alors on le voit sur Mac. Et voilà, là c'est sur Mac, on en a sur Windows, etc. Donc des contenus très simples, mais qu'en général on va garder en fait longtemps sur son desktop. Par exemple, je veux suivre mon match de tennis, je vais me mettre ça dans un coin et je vais le garder. Et lorsque l'Apple Vision Pro est arrivé, alors c'était même Quest avant en fait, hein, d'avoir ce modèle où on n'a pas de fenêtre, pas de cadre, etc. On s'est dit c'est très intéressant de mettre ça dans le casque parce que d'un point de vue réalité augmentée ou même immersive, on va pouvoir mettre comme ça des petites widgets, des seed Frogance, nous on appelle ça, qui vont présenter de l'information focus que je vais pouvoir regarder à côté de moi, par exemple. Alors, normalement, on a préparé des images pour montrer l'effet Frogance sur un casque Apple Vision Pro. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, dans le casque d'Apple ou tous les casques de réalité mixte du marché, on a l'obligation de passer par une fenêtre rectangulaire qui correspond à un écran. Là, on voit derrière vous que, en fait, effectivement, ça ressemble à un widget, c'est pas obligé de vous tourner, mais qu'on peut garder avec lui toujours ces informations pertinentes et d'un mouvement de doigt ou d'un mouvement de l'œil, on a accès à ces résultats plus que des résultats, c'est un vrai site internet. Hein, oui, c'est un vrai site internet derrière. Et ce qui va être intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de faire une application Vision Pro pour pouvoir avoir une petite application, un petit site Frogance. C'est du contenu qui va être proposé dans notre langage, qui est beaucoup plus simple que le HTML et puis qu'on a nous-mêmes ouvert, hein, puisqu'on est une fondation et que tout notre langage, tout ça c'est ouvert en fait, avec un système d'adressage international. Et on va directement dans le casque pouvoir récupérer comme ça des contenus qui sont des contenus beaucoup plus libres que des contenus sur le web. Et on garderait toujours à l'image du widget, je sais que c'est pas le bon terme, mais c'est aujourd'hui dans le grand public le plus connu. On a l'icône de son site favori, le site Frogance, avec les informations de base et d'un revers de la souris ou d'un revers de l'œil, dirons-nous, de la paupière. On peut consulter ces infos. C'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, c'est vrai que nous, on anticipe un petit peu l'usage du Vision Pro. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai que ça va être un espace de travail où on mettra nos fenêtres, etc. Et donc, l'usage que nous, on anticipe, c'est que dans cet usage, il va y avoir la possibilité de mettre beaucoup d'informations et donc d'avoir des sites Frogance qui présentent du contenu un peu plus focus. On trouve que c'est pertinent dans ce cadre-là. Oui. C'est intéressant la démarche de Yann, effectivement, de se dire qu'aujourd'hui les interfaces sont conçues depuis des années autour évidemment de formats de moniteurs et d'écrans. Dans les casques de réalité mixte, il n'y a plus d'écran. Enfin si, mais il n'y a plus de besoin de les intégrer dans des cadres, en tout cas. Pour rejoindre votre question ta question sur l'application à l'usage professionnel, donc nous, au-delà de permettre au grand public d'apprendre des langues, le but c'est vraiment de permettre aux entreprises d'enseigner les langues à leurs employés, mais pas seulement, aussi de créer un monde 3D, par exemple avec chaque bot qui représente une profession au sein de leur grande entreprise. Et par exemple, pour des soucis de onboarding, un nouvel employé qui rejoint une grande société peut se connecter à notre monde virtuel via l'Apple Vision Pro et peut faire tout le processus d'onboarding qui correspond à parler à par exemple une trentaine de personnes virtuellement, plutôt qu'en plus de le faire physiquement ou pas, pour justement créer un processus beaucoup plus fluide et simple et accessible à tous. Alors, on l'a pas dit, mais la démo tourne derrière toi, Roman. Concrètement, c'est quoi Talkit aujourd'hui? Vous avez fait déjà le choix, contrairement à beaucoup d'applications sur la Vision Pro, d'être dans un univers 100% virtuel, donc ce n'est pas de la réalité mixte. Et l'idée, c'est de permettre de manière différente aux utilisateurs d'apprendre les langues, c'est-à-dire... Tout à fait. Donc l'utilisateur a accès à un monde 3D. Ce monde 3D est peuplé de bots AI, d'accord.
on engage une conversation avec eux via le micro de son téléphone ou via le micro de l'Apple Vision Pro. Et puis chaque fois que l'on parle, ce que l'on dit est vérifié et évalué pour qu'on vérifie la grammaire de ce que l'on dit. Et on reçoit une note et ensuite s'engage un dialogue avec l'IA, le dialogue de l'IA est généré par de l'IA générative. Chaque IA a sa propre profession, chaque IA a sa propre personnalité, et donc on discute comme ça, de façon très originale, parce que chaque dialogue est unique. Donc ça permet vraiment d'être de façon immersive et de se perdre dans l'apprentissage de la langue. Voilà. Ouais. Christophe. Oui, je trouve que les deux cas de figure sont hyper intéressants parce que de un, ça pose la question de savoir, effectivement, c'est un nouveau média, c'est une nouvelle façon de pouvoir utiliser les choses, donc c'est un nouvel UI UX, donc une nouvelle expérience utilisateur, faire sauter les cadres, effectivement. C'est ton boulot, hein. Faire sauter les cadres, effectivement. Aussi, j'apprécie la partie on ne pousse que ce qui est essentiel à l'usage. Donc ça, c'est intéressant aussi, même pour la partie green, avec le fait d'économiser de la bande passante, etc. etc. Donc c'est très, très, très chouette. Et puis de l'autre côté, on immerge l'individu, on crée de l'émotion pour lui permettre d'obtenir de l'information, pour lui permettre d'apprendre. Et ça, je trouve ça super sympa aussi. Et clairement, ça vaudrait peut-être même la peine en fait, d'aller sur le côté holographique. Ici, je vois que c'est beaucoup de la réalité virtuelle, sans doute pour une question de focus, d'être bien concentré. Mais ça vaudrait la peine aussi d'avoir, tu vois, un effet holographique, d'avoir Monsieur Olivier Frigara à côté de moi tous les jours pour m'apprendre le corse. Il y a du boulot. Hein. Concrètement, est-ce que les développements que vous avez menés au fur et à mesure, ça fait que quelques semaines, puisque le casque est sorti au mois de février, vous ont ouvert d'autres perspectives? Est-ce que vous dites, oui, sur le long terme, on va pouvoir faire d'autres choses? Déjà, vous me disiez, lorsqu'on préparait cette émission, qu'il y a d'autres marchés qui s'ouvrent à vous que le grand public. Je ne sais pas si on peut en parler. Ça a donné des idées à des clients, en tout cas. Effectivement, on a des grandes sociétés qui sont venues nous voir à Vivatech, qui nous ont dit ok, on a un souci par exemple avec le onboarding, on cherche des solutions pour rendre le onboarding plus facile virtuellement, et notre solution qui est avant tout grand public, qui permet aux gens d'apprendre de nouvelles langues, là a un usage professionnel, répond à un problème que les sociétés ont, et on vient apporter une solution qui est applicable globalement, pas juste dans un pays, mais pas juste sur un continent, mais vraiment globalement, et qui peut s'appliquer à tous les employés d'une société. Donc s'il y avait un vrai marché, parmi les usages possibles, les questions qu'on pourrait se poser, à quoi ça sert le Vision Pro? Le marché de l'éducation, le marché de la formation, le marché même, je dirais, de la relation client, peut vraiment passer par un casque de réalité mixte, à l'instar du Vision Pro aujourd'hui. Tout à fait, et ça permet, je pense, d'avoir beaucoup plus de motivation, à avoir une expérience beaucoup plus fluide, et ça donne envie, tout simplement. Ça donne envie de réaliser le processus. Oui, et nous, on a eu ce retour, en fait, hein, quand on a commencé à le montrer. En effet, sur les nouveaux usages, que lorsqu'on a commencé à parler, que nous, on voit dans notre... évidemment, pour aujourd'hui, les widgets, elles sont en 2D. Enfin, nos sites Frogane sont en 2D, mais tout de suite, les gens ont dit, mais pourquoi ne pas le mettre en 3D, en fait? Et en effet... Ça serait cohérent avec la réalité mixte, hein, oui, avec le réel. Exactement, on pourrait avoir vraiment un verre posé sur la table, où on parlait de l'éducation. Hein. Il y a des gens qui proposent de l'apprentissage au travers de modèles 3D pour montrer par exemple comment la Terre, il y a au centre une boule de fer, etc. Pour l'éducation, d'avoir ça en 3D, de pouvoir vraiment matérialiser et visualiser, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives du côté de Stéphane et Laurent concrètement? On sent que les développeurs tâtonnent encore. On attend encore une fois beaucoup Apple sur le créneau du Vision Pro et lors de la conférence des développeurs dans un mois. Non mais tâtonner, t'es gentil. Tâtonner, c'est un mot très très gentil. On verra peut-être Vivatech dans 2 ans. Dans 2 ans. Toi, tu y crois pas du tout. Mais c'est pas que j'y crois pas, c'est qu'il n'y a pas d'usage. Est-ce que vous avez vu un truc qui vous a convaincu? Mesdames et messieurs, nous sommes le 25 mai, utilise il est 10 minutes, 15h40. on laisse 10 minutes et après on le range. Et il prend la poussière. Rendez-vous dans, tu as dit 2 ans? 2 ans. Dans 2 ans. Laurent. Tu verras. Moi, je vais avoir une approche beaucoup plus pratique. Je me dis, tu es un développeur ou une société avec des développeurs et tu dois faire un choix. Je pense que tu as 2 options. L'option 1, c'est de dire, je fais un coup marketing et je respecte tout ce qui a été développé, donc je le prends de façon macro. C'est ce que fait concrètement LVMH. Non, LVMH, c'est attirer le chaland pour moi sur le... c'est un coup marketing. Oui, mais je te parle ça d'une boîte de développement qui veut faire un produit, qui est habitué à développer des apps. Son métier, c'est de faire des apps.
Tu as une approche marketing, c'est ce que dit Christophe. Christophe, il y a plein de gens en Belgique qui ont eu la chance de pouvoir découvrir l'Apple Vision Pro grâce à Underside. Il a dit à tous ses clients, prenez, réservez, prenez, on vous accueille, on prend du temps, venez dans nos locaux, ils ont des locaux géniaux, on vous accueille, on vous câline, on vous bichonne et on vous montre le... Il accepte les cartes bleues, American Express, non, mais c'est une approche marketing. Donc tu as une boîte de développement, tu te dis, soit je fais... Ça, normalement, un truc comme ça, c'est 2000 € dans On refait le Mac. Je préempte le terrain, je commence à tester, je viens sentir... Je suis son agent. Je peux finir ? Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, qui est beaucoup plus dure, c'est combien de gens l'utilisent réellement. Il parle bien. Oui, très bien. Comme un ordinateur spatial. Comme un ordinateur spatial. Et là, c'est beaucoup plus dur. Le Mac. Hier, j'avais une discussion avec Fred Crassa, qui est là, quelque part. Tu as pris la place aujourd'hui. Il refait le monde, il n'entend même pas quand on le cite. Mais il me disait, si tu vas sur Le Bon Coin et que tu tapes Apple Vision Pro en France, tu as plusieurs dizaines, entre 3 000 et 7 000 euros. Voilà. Donc ça veut dire que les gens l'ont pris, les gens l'ont testé, les gens ont regardé ce que c'était. Et très vite, ils se sont dit, j'ai un objet qui vaut 3 4 000 euros. Il va y avoir une version 2, il va y avoir une version 3. Je vais donner peut-être la chance à d'autres de pouvoir le tester. Je le remets en vente. Parce que je n'ai pas d'usage. C'est ça. Oui, enfin moi je pense pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que oui, il y a des usages marketing et pour attirer le chaland, comme vous le disiez, c'est certain. Mais je pense en fait que par exemple l'apprentissage de la langue, c'est vraiment pas juste la cerise sur le gâteau. C'est un nouvel usage qui va nous permettre vraiment de nous injecter directement en fait dans un monde qui nous paraît plus naturel, de l'information qui va nous permettre d'apprendre des choses. Ça, je pense vraiment que c'est un nouveau contexte de travail, c'est un nouveau contexte de jeu, etc., etc. On en parlera peut-être un peu après. Moi, j'ai sélectionné 5 applications dont on pourrait éventuellement parler et qui montrent des cas d'usage qui sont divers et variés. On en parlera en conclusion. Si alors c'est encore trop tôt pour en parler, mais si de votre côté, développeur, on essaie de se projeter, comme j'ai posé la question tout à l'heure aux gens de Dassault Systèmes, à l'échelle de 4 à 5 années. Comment vous voyez évoluer ce marché et quel est l'élément principal qui manque pour en faire un marché de masse aujourd'hui, tout simplement? Erwan. Je pense que c'est vraiment la démocratisation du casque, le rendre accessible à plus. Et on compte beaucoup sur Apple. On compte beaucoup sur à quel point Apple va permettre de faire des variations de casque, comme on a un iPhone Pro, un iPhone normal, un iPhone Lite, etc. Que Apple éventuellement fasse la même chose pour rendre l'accès au masque plus démocratisé et plus accessible à tous et qui permettrait de faire du masque un objet plus commun, comme par exemple on a un téléphone de société, un laptop de société, pourquoi pas avoir dans le futur un masque de société. Yann, il y a vraiment une possibilité, vous pensez qu'Apple puisse rapidement baisser le prix, parce que c'est ça la principale difficulté, j'imagine. Alors j'imagine qu'ils vont... Le principal frein à l'usage de... Oui, je pense que d'ailleurs ils l'ont appelé Pro, je pense pas pour rien. Donc vraisemblablement le prix va baisser. C'est vraiment un casque, je pense, un prototype pour lancer, pour commencer à voir, pour voir les usages. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage et donc dans 4 ans, on le voit nous avec les gens qui s'arrêtent sur le stand, c'est très intéressant. Il y a tout l'apprentissage, ne serait-ce que de l'interaction avec le fait de regarder, avec le regard, etc. Ce qui pose des problématiques. Par exemple, quand on change et qu'on passe son masque à quelqu'un d'autre, il faut qu'il refasse, sinon ça part un peu. Se mettre à la vue de chacun. Je pense qu'un peu comme sur le téléphone, moi ça me rappelle un peu le touch au début. En fait, le touch, au début, on était un petit peu, on ne savait pas trop, etc. Et là, les gens, on voit quand même qu'assez rapidement, ils prennent les gestes. Alors au début, ils sont très... mais après, ils prennent vraiment les gestes et les interactions sont plus fluides. Donc, à mon avis, une démocratisation, ça sera déjà les interactions et puis les usages un petit peu de toutes ces fenêtres. Je pense que, bien sûr, la 3D, ça va vraiment changer. Je pense que c'est assez malin. Ils ont... dans un premier temps, finalement, fait une analogie avec les écrans. Mais assez rapidement, il y a plus spatial. Que des écrans. Oui, c'est un ordinateur spatial, donc il va y avoir les volumes et tout ce que ça implique. Donc, en effet, dans l'éducation, pour représenter des choses, etc. Mais évidemment, il y a encore, c'est vrai qu'il est lourd à l'usage, c'est difficile de le mettre. C'est trop cher pour l'éducation. Pardon ? Aujourd'hui, c'est trop cher. Aujourd'hui, même. Plus tard, combien d'écoles ont pris des iPads? Alors, ça peut être peut-être 1
et puis avec un écran qui projette, Alors, et on puis fait des payer, tests, ou etc. alors on fait payer 20 000 voilà. euros l'année aux parents. Non, mais c'est un. On a reçu au studio avec Laurent les responsables de l'école alsacienne. Ils sont Ils ont très fait ça intéressés. très bien. Voilà. Oui, mais très bien, mais ça coûte trop cher. Mais oui, mais c'est un premier modèle, Stéphane. Tout s'est pas fait en un jour. Et même tu sais très bien. pédagogiquement, Alors. ça remplace les profs, c'est pas possible. Mais non, Tu ça avais- remplace pas, c'est un outil pédagogique, Stéphane. N'importe Et tu sais quoi aussi, c'est exactement ce qui était dit, c'est qu'il va y avoir d'autres modèles, tu vas avoir des modèles moins chers et ça va être super. On a le droit de dire dans On refait le Mac qu'Apple s'est planté, point. Voilà, pour toi, il s'est planté. Alors, on a posé la question tout simplement aux nombreux utilisateurs ici, aux nombreux visiteurs de Vivatech, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur premier usage du Vision Pro. On a essayé de les capter juste après les démos qui sont faits ici dans les travées du salon et on vous propose de regarder ça. C'est un petit micro-trottoir, comme on dit dans le jargon. On regarde ensemble. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, il y a encore quelques technologies à développer, notamment il est assez lourd quand on le porte longtemps, de ce que j'ai eu quand les premiers retours. Et au niveau application, pour l'instant, il y a encore un peu de travail pour vraiment voir quelle application et quelle puissance derrière. Mais prochainement, je pense la prochaine itération, oui, pourquoi pas. Alors non, je pense pas parce que déjà je l'ai pas testé, j'aimerais bien l'essayer pour voir si tout ce qu'on dit est vrai. C'est vrai que c'est un gros investissement et je pense que c'est que le début d'une nouvelle ère de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc pas forcément, j'attendrai peut-être encore quelques années peut-être pour que le prix baisse ou pour que la technologie s'améliore. Voilà. Personnellement, pour mon usage personnel, non. Mais par contre, pour mon métier, pourquoi pas, oui, parce que les interfaces, comme je suis designer d'interface, j'ai besoin d'apprendre les nouvelles technologies, etc. Donc, pour de la recherche, pourquoi pas. Alors personnellement, je suis un utilisateur Android, mais je trouve ça assez innovant d'avoir ce casque. Bon, s'il était un peu moins cher, je ne serais pas à l'acheter parce que je trouve que c'est une très belle innovation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des réactions de ces personnes? Quelles sont les réactions lorsque vous faites des démos, messieurs, à vos futurs clients? Est-ce qu'il y a un effet wow? Quelle est la première réaction qu'on va peut-être commencer avec Torman? Bon, on a l'impression qu'en plus d'apprendre une nouvelle langue, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment une nouvelle façon d'interagir avec un outil, comme on avait les premiers iPhones où on apprenait à slider, etc. Et là, c'est tout un nouveau... Il y a un effet vraiment différent entre un casque d'une autre marque et celui d'Apple, ou c'est la même chose? Nous, on voit la différence. On voit quand même une expérience très fluide, très simple, très instinctive, comme un nouvel organe qu'on vient ajouter à notre corps. Et c'est tout de suite, la mise en main est très rapide. La prise en main est très rapide. Ouais, nous c'est vraiment, il y a les réglages déjà. Hein. C'est assez compliqué. Donc, hein, c'est ce que je disais dans les interactions. Mais en revanche, dès qu'ils commencent à comprendre et apprendre et à bouger dans l'espace, vraiment la phrase qu'on a, c'est « Oh, c'est incroyable ». C'est vraiment la phrase qu'à chaque fois, il dit « Ah, c'est incroyable ». Et alors, c'est pas peut-être notre techno qui est incroyable, hein, mais c'est vrai qu'il y a un effet waouh quand on commence à redimensionner, à pouvoir positionner dans l'espace, à pouvoir tourner autour, etc. Il y a une liberté qu'on n'a pas évidemment sur les écrans, qui est vraiment un effet waouh. Après, sur le long terme, le garder toute une journée, etc., c'est un autre sujet. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a la capacité chez Apple de baisser le prix drastiquement de ce produit? Ça va prendre quelques années, on en parlait tout à l'heure en off avec Bertrand Serlet. Ça va prendre du temps, d'après lui. Hein. Oui, ça peut prendre du temps sur certains éléments, mais d'autres éléments, c'est très simple. C'est-à-dire que tu as un écran à l'avant, je ne cesse de le dire, tu peux enlever cet écran. Il ne sert à rien. Ben, aujourd'hui, je suis sûr et certain que dans les démos que vous avez faites, vous n'avez pas à chaque fois rescanner la personne. Non. Et ça ne change rien. Donc là, tu économises déjà quelques centaines d'euros. Donc tu économises de la batterie, tu économises quelques centaines d'euros, tu vas pouvoir peut-être utiliser moins de l'aluminium, un peu plus de polycarbonate, etc., etc. Il y a moyen de faire des choses, peut-être un petit peu moins de résolution au niveau des écrans, tu vois, diminuer un tout petit peu, garder le suprême Retina possible en fait pour notre ami le Pro et pas sur le modèle d'entrée de gamme. Donc non, moi je pense que maintenant la techno elle est là. Qui peut le plus, peut le moins, a priori. Stéphane, Laurent, pour conclure. Je suis entre les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas aussi négatif que Stéphane et je ne suis pas aussi... Non, mais tu es légitimement entre les deux. Donc ça tombe bien. Non, je ne suis pas suisse, mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, je pense que Apple aurait dû innover, pas faire une grosse bulle en verre. Ils auraient dû innover en disant, tu vois, alors oui, le verre c'est noble et le plastique c'est du pétrole et donc dans des trucs, mais ils auraient dû trouver un truc plus léger.
Ce casque, il est beaucoup trop beau, même pour une V1. Tu vois, ils auraient dû résoudre plus de problèmes pour que d'entrée de jeu, il y ait ce truc. On va y arriver, mais j'ai peur que, juste on a regardé, hein, il y a 514 annonces sur le Bon Coin, 734 en sur France, eBay. Vision Pro. Ouais. En France. Donc t'imagines, c'est monstrueux quoi. Ouais. Je pense que Laurent a presque tout dit par rapport au Bon Coin, mais désolé hein, pour ceux qu'il y a, mais Les gars, je peux pas me taire en fait, mais sur Ça peut encore 400, vendu. plus de 400 000 unités vendues, en fait, mais Laurent en envoie France, 30 sur le Bon Coin. En France, Christophe, en France. Il y a beaucoup, beaucoup quand d'achats à revente En aussi. France, C'est pas beaucoup. Arrête. Faut arrêter d'être fanboy à ce point. Je te promets. Quand là, le fait d'avoir positionné ça comme un ordinateur spatial et qu'on a encore un MacBook à côté comme toi, ça prouve que c'est pas un ordinateur, c'est des lunettes. Donc ils ont voulu marketer sur des ordinateurs et en fait c'est des lunettes et personne ça. Ou autrement que c'est des lunettes. C'est tout. Quand on veut marketer et qu'on veut s'entêter, on se plante. Ils se sont Olivier, plantés. Point. retiens-moi, Olivier. Retiens-moi parce que là, Ils se sont plantés. Point. Bon, alors, on aura la réponse encore une fois dans quelques semaines. Heureusement que Laurent est entre toi et moi. Parce Le que 10 juin prochain, ce sera la conférence des développeurs Apple et on aura la matérialisation concrète du nouveau usage, j'espère, autour du Vision Pro, parce qu'on attend également Apple au tournant sur l'IA générative et sur l'Apple Vision Pro. Ça fera un an après sa présentation. Est-ce qu'on a les premiers usages? Est-ce qu'on aura la fameuse App Killer qu'on attend tant? On a la réponse dans 15 jours, 3 semaines. Pas mal quand même d'annonces cette semaine. Je ne sais pas si vous voulez en parler, autour du paiement sur mobile, autour de la possibilité de enfin utiliser l'iPhone, notamment à Paris Pass Navigo, ouais. avec le Pass Navigo en marge des Jeux Olympiques. Vous avez testé, les amis? on peut en parler, Laurent? Laurent. Alors, bon, c'est arrivé avec 865 jours de retard, mais c'est pas grave, c'est arrivé. Mais Donc, tard en fait, que jamais. Par rapport à exactement. Android. Non, oui, parce que par rapport à l'annonce qu'ils avaient faite de quand est-ce que ça arriverait sur iOS. Bon, moi j'ai un problème avec Île-de-France Mobilité. Hein. J'ai un problème, c'est quand il y a un pays aussi similaire que la France, qui est le Royaume-Uni, et que le Royaume-Uni a 15 ans d'avance sur toi, à un moment donné, tu dis que juste la Manche ne peut pas te mettre 15 ans dans la vue. Explique, c'est quoi la différence avec le Royaume-Uni? Par exemple, en Angleterre, il y a le Oyster depuis le début des années 2000. Sur le Oyster, tu peux tout charger. En France, avant même ça, acheter directement son ticket en NFC. Quoi. oui, tu peux même passer avec ta carte bleue sans rien. Okay, donc, mais je te dis juste, par exemple sur l'Oyster, à Paris aujourd'hui, avant qu'arrive cette application, tu avais 3 types d'achats. Tu avais les abonnements, donc le pass mensuel, le pass annuel. Okay, tu avais des cartes qui s'appellent le Navigo Easy, sur lesquelles tu pouvais mettre des tickets. Mais si tu voulais pas aller prendre le RER, tu étais obligé de prendre un ticket papier. Donc ça veut dire quelqu'un qui aurait un abonnement hebdomadaire, mais qui voudrait des tickets pour un cas particulier et qui veut aller en dehors de Paris, il a 3 supports différents pour pouvoir se déplacer. Là, tu te dis, ils vont arriver, ils vont tout balayer, ils vont faire un seul. Et bien maintenant, on en a 5 de supports. Okay, on n'en a pas 3, on en a 5. C'est comme les départements. On a dit, on va faire sauter les départements, et en fait, on a créé des demi-départements, des sous-départements. La France est un pays qui est... Donc, c'est génial. Comme Christophe et moi, notre usage, c'est d'acheter des tickets. On est très content de cette application. J'aurais tellement voulu Et l'utiliser. elle marche très bien. Moi, je suis content. Sauf que j'ai mis la tête comme ça, Christophe, en disant, vas-y, Christophe, installe l'appli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé l'appli. Il a mis des tickets sur son appli. Il est arrivé devant la borne et... La borne était en panne. Ah bah oui, voilà, c'est l'effet des mots, Alors moi j'ai trouvé un truc très sympa également, c'est que vous savez depuis quelques semaines Apple propose une fonction de paiement sur mobile, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'iPhone comme un outil de paiement. Un terminal de paiement. Un terminal de paiement. Et si vous allez sur le site, sur le stand juste en face de nous de Scaleway, vous verrez des démos très intéressantes que fait la startup Stancer qui permet de transformer en une application et sans besoin de demander quoi que ce soit. Il y a le stand qui commence à tomber en morceaux. De transformer l'iPhone en terminal de paiement. Il suffit de télécharger une application et de s'abonner. Et j'ai trouvé ça juste pratique et génial sans passer effectivement par des lourds terminals de paiement. Il est temps que cette émission s'arrête. Je vous propose qu'on passe tout de suite à nos coups de cœur. Alors, chaque membre de l'équipe de Refait le Mac, normalement, doit nous trouver un petit coup de cœur. Quel est ton coup de cœur cette semaine, mon cher Laurent? Mon cher Stéphane. Stéphane, d'accord. En tournant dans Vivatech, j'ai vu un stand d'une société belge qui s'appelle Ionic, qui permet
c'est une société qui propose des cadres photo numériques, mais comme ils travaillent avec de l'encre électronique, ils proposent des tirages. C'est comme si on voyait des tirages argentiques sur un écran, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Là, ici, c'est magnifique. Il y a une transition qui se fait. C'est vraiment, il y a un abonnement qui est lié à ça, donc on peut avoir plein de photos. Si on souhaite même uploader notre propre photo, et on passe par eux et on aura nos choses. Olivier m'a dit qu'ils ont vu ça l'année dernière également, mais donc c'est une société belge, je l'insiste, hein, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Belgique, il n'y a pas qu'Underside. Il n'y a pas qu'Underside, mais en tout cas, il y a trois types d'écrans. Le premier est à 1800, je crois. Le deuxième est à 3000 et quelques, et le plus grand, qui est vraiment magnifique, à 8000. C'est magnifique, hein, le rendu est impressionnant. C'est des rendus d'argentique, et c'est vraiment, moi je trouve, un joli cadeau qu'on pourrait faire. Et nous, tu sais, on avait nos Netgear qui étaient là. Les murales. Voilà, les murales. Bah, là, si on veut vraiment faire un truc. Mais là, c'est du noir et blanc. Uniquement. Du noir et blanc, que du noir et blanc, parce que c'est de l'encre électronique. Et ils ont déposé, ils ont fait un brevet, ils ont travaillé pendant 3 ans. C'est vraiment une jolie boîte. C'est voilà, génial pour faire des expos photos. Des expos photos, exactement. Ouais. Merci Stéphane. Laurent, ton coup de cœur cette semaine? J'en ai 3. Le premier, c'est mes amis Lucas, Cyril et Caroline qui m'ont offert un t-shirt en disant ça va plaire à Christophe Degrave. Et donc j'ai toute une collection d'ordinateurs, hein, de l'histoire de l'informatique. Donc voilà. Il est très beau. Le deuxième, c'est 2 sociétés. Le t-shirt. Le t-shirt, oui. C'est 2 sociétés que j'ai rencontrées. La première, c'est Good Barber. C'est des Ajacciens. Ah, tu vas me dire encore, hein. Et, non, mais ça fait du mal, toi, le Bastier. Ouais, tu vois, comme quoi, hein. Ouais. Et non, mais en fait, c'est l'excellence. C'est le développement d'applications Android, iPhone en no-code. Et c'est vraiment hyper léché ce qu'ils font. Le marketing autour de cette boîte est génial. Et la deuxième, c'est une boîte qui était un peu plus loin hier avec les professionnels, qui s'appelle Sentiloc. Et c'est une boîte qui permet de détecter des objets sur un panneau, sur un immense panneau, au centimètre près. Et donc, en fait, tu peux avoir des usages de folie sur, par exemple, ils ont des clients magiques comme Sephora. Ils s'apprêtent à travailler. Ils ont CB. Tu sais, les masques pour mesurer. Ils sont en train de s'apprêter à travailler avec le plus grand horloger après Apple dans les mois à venir. Et c'est juste génialissime ce qu'ils font. C'est une super techno. Ils ont des dizaines de brevets derrière et avec des cas d'usage fantastiques. Et hier, on a fait une démo. Il y avait plein de monde qui est passé parce que ça marche aussi bien dans le retail que dans l'industrie, que dans tu vois, une petite boutique pour suivre des objets. Dans la pharma, par exemple, quand tu cherches un produit, que tu as besoin de trouver un produit hyper rapidement et pas te tromper, pas prendre la mauvaise fiole, tu dis en vocal, je veux ce produit, et là, ça allume le rayonnage en te disant il est là, parce que le système sait exactement où il est. C'est pratique, c'est fantastique. Sentiloc. Sentiloc.com. Merci Laurent. Christophe, avant de passer ton coup de cœur, tu nous avais promis une sélection d'apps coup de cœur pour l'Apple Vision Pro. Alors ça va être effectivement un petit peu le sprint autour de l'Apple Vision Pro et des applications. Je protège ton iPhone pour que tu puisses avoir ta liste, parce que Laurent veut te l'éteindre. Merci. Alors effectivement, on se dit, mais l'Apple Vision Pro, est-ce que ça progresse? Est-ce qu'il y a des nouvelles applications? Est-ce que blablabla? Enfin, tu connais, il y a certaines personnes autour de la table Je ne vois pas. Voilà. Ça commence par C, ça finit par fan. Voilà, exactement. Alors, c'est pas très fan, hein, justement. Stéphane, est-ce que tu aimes jouer aux jeux de rôle? Au jeu de avec plateau, ton micro, Laurent. C'est mieux, Stéphane. Pas les jeux. Stéphane, tiens pas les jeux. Je ne joue pas, j'ai pas le temps. Tu n'aimes pas t'amuser. Ah, mais là, il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Alors moi, je vous propose quand même un jeu de rôle, un jeu de plateau qui s'appelle Demeo. Sur l'Apple Vision Pro, c'est un truc de dingue. C'est un petit peu comme ce que nos amis nous ont montré. Tu vois flotter devant toi tout le plateau de l'aventure avec tes différents joueurs, etc. Tu vas voir, c'est génial, il faut que tu l'essayes. Ensuite, je vais vous parler d'une chose... Je garde ton Vision Pro. Effectivement, tu pourras... Allez, je te le prête pour la semaine. Je te le prête pour la semaine. Merci. Alors, une autre application qui s'appelle Rememory. Et Rememory, c'est quoi? C'est tout simplement pouvoir se créer des souvenirs en réalité virtuelle et plutôt en réalité augmentée en 3D, ce qu'ils appellent des vidéos volumétriques, un petit peu ce que nous a montré Apple, mais ça va plus loin parce que tu peux les enregistrer, les éditer et les partager. Stéphane, je n'hésiterai pas à t'envoyer des souvenirs en 3D volumétriques parce que je sais que ça te fait plaisir. Ouais, mais je préfère la vraie vie que la vie virtuelle. Voilà. Alors, Lui qui passe 18 heures sur son smartphone. Alors ça, c'est plus pour Laurent. Je travaille. C'est plus pour Laurent parce qu'il y a une application qui s'appelle Wow Dance. Et c'est avec de très jolies dames. Tap Dance. De très jolies dames en 3D qui apparaissent comme ça devant toi en hologramme, en version 1.1. Et c'est pour ça que je pensais vraiment en fait à votre application parce que je me disais, en hologramme comme ça pourrait vraiment être cool. Et il faut aller voir Wow Dance. La V2. C'est vraiment bluffant. Et Wow Dance te montre comment tu peux t'agiter, te remuer, enfin voilà. Tout ce que je fais au matin. Exactement. Ouais.
Autre application, Spatial Domino. Pour ceux qui quel est celui autour de la table qui n'a jamais joué avec des dominos? Au vrai domino? Des vrais dominos. C'est bien les vrais Tout dominos. le monde a joué avec des vrais dominos. Ouais. Quel est le point fondamental qui est très embêtant avec les vrais dominos? Ça fait du bruit. Ça tombe, tu passes ton temps à les déposer, tu les fais tomber, tu fais « Oh !» et après, il faut les ramasser, les remettre, etc. Heureusement est arrivé. Heureusement est arrivé Spatial Domino sur Apple Vision Pro. Tu peux les aligner, les faire tomber et puis dire « Vas-y, balance. » Indispensable, Stéphane. Voilà, évidemment. Et dernière chose, parce que j'adore, et ça peut-être que vous ne le savez pas, mais j'adore les jeux d'échecs. Je voyais que tu parlais de pizza à l'ananas, je suis déçu. Ah, non, oui, j'aime bien les pizzas à l'ananas, mais c'est pas le même registre. Ici, ça s'appelle Persona Chess et ça te permet de jouer sur un véritable échiquier devant toi, un vrai faux échiquier, et de pouvoir vraiment déplacer les pièces comme tu l'entends, etc. C'est magnifique et on continue à détruire notre stand, c'est parfait. Et alors, mon vrai coup de cœur, Olivier. Oui. Et c'est là où la régie doit être très attentive, en fait, parce qu'il va falloir montrer mon vrai coup de cœur. Oui. Donc, mon vrai coup de cœur, c'est effectivement... Attention, je fais défiler. C'est la série Dark Matter sur Apple TV+. J'ai dévoré les 5 épisodes sur Apple TV+. C'est une série de Blake Crouch. Tu es bien cerné. C'est génial. C'est de la science-fiction. Est-ce qu'il peut y avoir un Stéphane, par exemple, dans un autre monde parallèle qui adorerait l'Apple Vision Pro? Oui, si vous regardez non. la série, vous pourrez le découvrir. Merci à tous. De mon côté, c'est un produit qu'on peut d'ores et déjà acheter, qui n'est pas réservé qu'à Vivatech. Ça s'appelle Plodnotes. C'est un petit dictaphone qui est numérique et qui intègre tout simplement ChatGPT. C'est juste génial. Il est MagSafe, vous le mettez derrière votre iPhone et vous baladez toujours. Voilà, on me l'a déjà volé. Vous le mettez derrière votre iPhone, une conversation téléphonique, vu que iOS n'intègre pas ChatGPT et par défaut, vous pouvez tout de suite capter une conférence téléphonique et même la traduire si vous avez besoin. Et pour 169 ou 179 €, si je ne me trompe pas, vous avez une super solution de dictaphone et avec ChatGPT intégré pour faire plein de fonctions de traduction, de retranscription. Et pour le journaliste que j'étais, puisque maintenant je n'en ai plus, ça aurait été bien pratique. Voilà, c'est 179 € et ça s'appelle Plodnotes et ça se plug derrière votre iPhone et ça fonctionne en Bluetooth et c'est assez génial. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 514e épisode d'On refait le Mac. Merci messieurs d'avoir participé à ce numéro. Est-ce que, à défaut de coup de cœur, vous avez maintenant déjà des idées précises de projets qui vont venir autour de Vision Pro? Est-ce que des choses qu'on pourrait éventuellement parler? Allez, est-ce que vous commencez déjà à penser à d'autres projets autour du casque d'Apple? Pour notre application, on aimerait bien donner une fonction qui permet d'uploader sa voix, d'uploader une photo et on peut créer ses propres avatars dans notre application. Et donc on apprend les langues avec par exemple un proche qu'on connaît et nous on vient générer le visuel et on vient générer toute une voix. Et là, on peut peupler notre monde 3D de caractères que l'on souhaite. Donc voilà. je pourrais apprendre l'anglais ou l'italien avec Alissa Milano finalement. Tout à fait. Alissa Milano, voilà qui nous... Merci Roman. De votre côté, Yann, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que ça vous a ouvert l'esprit et donné des envies de faire autre chose avec le Vision Pro? Déjà sur notre technologie, je pense que d'intégrer toute cette philosophie 3D en mettant vraiment en place des modèles 3D, même animés, etc. L'idée, c'est d'aller peut-être faire des modèles plus holographiques, plus réalistes. Oui, disons, passer de la 2D à la 3D, quoi. De passer de la widget ou d'ici de Frogans 2D à vraiment un modèle 3D un vrai avec objet. un système d'adressage un petit peu comme le web. Ça, c'est déjà, je pense, quelque chose qui serait pas mal, ouais. Merci Yann, merci Roman, merci Stéphane, merci Laurent, merci Christophe. Merci à toutes aux équipes de Electrine Production qui ont assuré comme des bêtes cette semaine pour vous proposer une émission quotidienne. Croyez-moi, c'était pas facile. Merci à Luc, merci à nos deux Thibaut, merci à notre réalisateur Paul Florent, merci à Bastien, merci à Vince au son pour leur activité et leur efficacité. Merci à toutes ces équipes du Crédit Agricole cette semaine qui également nous ont permis d'être là aujourd'hui. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour On refait Vivatech et dès la semaine prochaine. J'ai eu peur. Pour On refait le Mac. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.